L'échiquier international, soyez les bienvenus. À Raza, ce matin, les habitants récupèrent 409 corps du complexe hospitalier El Shifa. Le siège sioniste contre l'hôpital s'était allongé sur 15 jours et une question s'impose depuis le 7 octobre. Que ce soit les bombardements sur Raza, les otages palestiniens, concernant également la journée fatidique du 7 octobre et son déroulement. On pourrait ajouter également l'aide humanitaire bloquée par les sionistes à Rafah, sans parler du massacre des 7 humanitaires de l'ONG américaine World Central Kitchen. Pourquoi l'entité sioniste a toujours refusé une mission d'enquêteurs internationaux et également la présence de tout journaliste étranger à Raza pour s'enquérir de la situation? On tentera, nous, d'être équilibrés ce soir avec nos invités pour évoquer ces sujets et bien d'autres à travers ce qui se déroule à Raza, le massacre et les bombardements de plus en plus violents sur les civils. On en parle et c'est tout de suite. Raza, le mot sécurité ne veut plus rien dire, thématique de l'échiquier international du jour, avec tout d'abord mon premier invité, Jean Bricmont, essayiste et spécialiste de la propagande en temps de guerre, également spécialiste de liberté d'expression. Jean Bricmont, bonsoir. Bonsoir, merci Karim. Merci d'être avec nous, Jean. On sera accompagné également avec Olivier Pironnet, reporter et spécialiste de la Palestine, a effectué plusieurs séjours en Palestine. Olivier, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Karim. Alors on essaiera de comprendre tous ensemble comment la population palestinienne s'organise au jour le jour à travers les bombardements qui redoublent de violence. D'ailleurs on commence par vous Olivier, vous connaissez bien Raza et vous connaissez bien aussi les territoires occupés. On vous avait reçu il y a quelques semaines et on avait espéré une trêve à ce moment-là. Quelques semaines se sont écoulées et on voit de plus en plus de civils mourir et on évoque maintenant de plus en plus le mot de génocide, sauf peut-être au sein des médias français. Est-ce que vous avez déjà un commentaire par rapport à ça ? Écoutez, oui, en fait, ça a été évoqué par la Cour internationale de justice, par les Nations Unies, par les représentants des affaires humanitaires des Nations Unies, par la représentante aussi Francesca Albanese qui évoque une campagne génocidaire. En tout cas, si on s'appuie sur les déclarations des dirigeants et des responsables politiques israéliens, oui, on peut parler d'une campagne génocidaire, en tout cas d'une guerre à visée génocidaire, en tout cas un nettoyage ethnique d'ampleur qui se déroule sous nos yeux. J'aurai l'occasion, j'espère, de revenir sur la question du transfert total ou partiel préconisé par une partie de l'establishment israélien dans le Nord Sinaï égyptien. Donc, d'accord, on en parlera. C'est vrai que au stade où on en est, avec plus de 33 000 morts, dont 14 000 enfants, 9 000 femmes, 78 000 blessés, dont évidemment beaucoup de blessés graves, puisque, comme vous savez, l'armée israélienne a largué alors à ce jour près de 70 000 tonnes de bombes, donc il y a beaucoup d'amputés, les hôpitaux ne fonctionnent plus, notamment le plus grand à Shifa, dans lequel je m'étais d'ailleurs rendu moi en 2019, où j'avais pu voir tous ces jeunes qui avaient été amputés parce qu'ils avaient été visés dans les jambes lors des manifestations à la entre guillemets frontière entre Gaza et Israël. Jean Bricmont, vous avez l'habitude de prendre la température des médias durant les périodes de crise ou des campagnes de bombardement. On se rappelle de vos écrits et autres interventions durant les campagnes de Bush au Moyen-Orient post-11 septembre. Cela vous a valu d'ailleurs pas mal de critiques. Et on a l'impression que la presse officielle française est encore plus malade qu'à l'époque. Pas beaucoup de voix, par exemple, palestiniennes sur les plateaux concernant la situation à Raza. Pas un mot également sur le nombre de civils tués en Palestine. Le Hamas, pour le narratif sioniste, qui a réussi à imposer son narratif au sein des médias occidentaux, Hamas égale Daesh. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quand même de mauvais souvenirs ? Mais je pense que
en ce qui concerne Israël, la situation est pire qu'avec les États-Unis. C'est-à-dire qu'à la fois en France et aux États-Unis, vous pouvez critiquer tous les gouvernements que vous voulez, y compris votre propre gouvernement, mais il faut faire attention dès que vous critiquez Israël. Et ça, c'est ce que j'appelle la sionisation des mentalités, c'est la sionisation des médias, c'est la sionisation des politiques, etc. Et c'est obtenu par intimidation, par campagne de diabolisation de tous les gens qui sortent du lot, comme par exemple Mélenchon, mais Corbyn en Angleterre avant et d'autres aux États-Unis. Et c'est ce climat d'intimidation qui fait que beaucoup de gens ont peur de dire ce qu'ils pensent ou bien s'adaptent simplement aux récits dominants pour garder leur place dans les médias. Maintenant, évidemment, moi, je ne veux pas faire toute une polémique sur l'homogénocide, mais la question est évidente que depuis le début, depuis 47, 48, même avant, les sionistes veulent la terre, mais pas les gens. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'ils les ont expulsés, qu'ils ont. Après, s'ils pouvaient partir tous de Gaza et tous de Cisjordanie, ils seraient contents. Le problème, c'est que les Palestiniens résistent de façon absolument héroïque, et alors ils n'arrivent pas à leur fin. Mais si par exemple le Hamas s'était effondré, si ses dirigeants étaient capturés, menés à Tel Aviv en procès, etc., on exulterait dans les médias français. Maintenant, ils sont très embêtés parce que la population, grâce aux réseaux sociaux, entre autres, voit ce qui se passe, surtout les jeunes, etc. Et beaucoup de gens sont furieux, sont mécontents. Et alors, les médias ne savent pas comment faire parce qu'évidemment, au début du narratif, c'était « Ah, c'est la faute du Hezbollah, du Hamas, la faute du Hamas, c'est vrai. » Bon, et maintenant, les gens se rendent compte que il y a peut-être, c'est peut-être pas si simple que cela. Et alors, ils sont dans un état, on voit qu'ils sont dans un état de nervosité. Et quand on écoute certains des représentants du sionisme comme BHL, par exemple, s'exprimer, on voit qu'ils sont extrêmement furieux, extrêmement, parce qu'ils se rendent compte que malgré toute la propagande, la population leur échappe. Et je pense que c'est la même chose aux États-Unis et en Grande-Bretagne, évidemment. Olivier Perronnet, c'est intéressant ce que vient de dire Jean Bricmont. C'est vrai, on entend des politiciens, voire des journalistes qui tentent de porter le narratif de Netanyahou, sauf que ce narratif est en train de prendre l'eau de toutes parts. Mais finalement, vous qui connaissez bien les territoires occupés, vous avez séjourné à plusieurs reprises, quand on voit cette société, ce système colonial, cette administration coloniale, on constate que les sionistes n'ont jamais vraiment voulu d'un État palestinien. Et finalement, Netanyahou ne serait pas une aberration dans ce système. Il vient suite à une longue continuation d'une politique coloniale. Donc, et c'est pour ça que les sondages au sein de l'entité sioniste sont quand même... Bon, c'est vrai qu'ils ont baissé, ils étaient à 70% favorables pour Netanyahou, ils sont actuellement à 56%. Mais Netanyahou n'est pas une aberration, c'est pas une exception. Il fait partie d'une longue série de politiques coloniales. Oui, mais d'ailleurs, le gouvernement précédent était aussi un gouvernement sous la coupe des colons. Et puis, c'est vrai qu'il y a une longue tradition depuis les origines d'Israël, une longue tradition qui consiste à expulser par tous les moyens possibles les Palestiniens. Alors on parle aussi donc évidemment ce qu'on appelle le transfert forcé de population qu'on a pu voir à l'œuvre entre 47 et 49, mais aussi on parle du transfert silencieux, c'est-à-dire ce transfert silencieux, il consiste à pousser les Palestiniens à l'exil en multipliant les vexations, les humiliations, évidemment les attaques, les offensives, les incursions. Et donc il y a énormément de Palestiniens, énormément, une partie non négligeable de Palestiniens qui cherchent à émigrer à l'étranger. Et donc ça fait partie aussi de cette volonté de vider la Palestine historique de ses habitants historiques. Et à Gaza, évidemment, Gaza a toujours été dans le viseur des Israéliens. Pourquoi ? Parce que Gaza, c'est quand même un territoire qui regroupe 70% de réfugiés qui sont pour la plupart, pour la grande majorité d'entre eux, originaires de villages environnants, c'est-à-dire voisins de quelques kilomètres de la bande de Gaza. Et donc ça a toujours été un creuset, un foyer de résistance qui a été notamment maté dans le sang dans les années 70 par Sharon à l'époque.
et puis tout le système de barrières, parce qu'on parle de nouvelles barrières technologiques mises en place, qui a été fini, je crois, en 2022, après quelques années de construction. Et la bande de Gaza a toujours été clôturée et en vase clos depuis des décennies. Alors, Jean Bricmont, je vais vous poser une petite devinette rapide, hein. Qui, d'après vous, a tenu ces propos? Alors, le terrorisme individuel, s'il est utile, est plus qu'humain. Le mot terrorisme était appliqué sur nous pour empêcher les gens de se joindre à nous. Le terrorisme n'est pas quelque chose d'infamant, c'est une façon de combattre, car on n'avait pas de division, nous n'avions pas de bataillon, donc c'était la seule façon de se battre. Alors, d'après vous, qui a tenu ces propos? Ça, je ne sais pas. C'est possible que c'est un fondateur d'Israël, parce qu'ils ont évidemment utilisé le terrorisme à l'époque. Isaac Shamir, c'était Isaac Shamir, premier ministre sioniste de 1986 à 92, qui a appartenu d'ailleurs au groupe extrême droite Lehi, où il a trempé dans un assassinat, il a orchestré le meurtre du comte Folke Bernadotte, l'envoyé de l'ONU pour la Palestine. Et donc c'est à peu près ce qu'on disait avec Olivier Pironnet, c'est-à-dire un peu l'histoire, les racines de l'entité sioniste sont là. Hein, c'est même il y a beaucoup d'anciens premiers ministres qui avaient trempé dans des groupes extrémistes, des groupes terroristes. Donc finalement, Netanyahou n'est pas une exception. Non, bien sûr. En plus, si on fait des sondages, si on fait des sondages d'opinion, même les gens qui sont contre Netanyahou sont pour la guerre. Hein. Donc ça, c'est la question d'aimer ou pas Netanyahou et pas fondamentale par rapport à la question de savoir si on est pour ou contre la guerre. C'est ça le problème. Et donc, oui, c'est absolument sans solution parce qu'eux ne veulent absolument pas de solution à deux États. Ils ne veulent même pas de solution à deux États. Alors, quand le Hamas parle de la Palestine, de la mer à la rivière, on dit que c'est génocidaire, mais le Likoud a la même expression, sauf que ça doit être sous contrôle juif. Et donc, on est dans une espèce de folie furieuse. Mais, par exemple, pour vous donner une idée de la situation en France, je ne connais pas tous les détails de l'affaire, mais il y a un monsieur à Montpellier qui a apparemment dans une manifestation dit que le Hamas était un mouvement de résistance et qu'il était héroïque. Et pour ce fait, il s'est pris 1 an de prison avec sursis, parce que pour premier délit, c'est presque toujours avec sursis, mais 1 an, c'est beaucoup. Hein, je veux dire, pour des crimes ordinaires, des crimes non d'opinion, c'est quand même, il faut quand même déjà en faire un petit peu pour avoir 1 an. Et ça donne une idée du degré de terrorisme dans lequel on vit. Je veux dire, c'est vrai que c'est pas un État dictatorial au sens où on peut l'imaginer dans d'autres pays, mais pour un pays comme la France, c'est tout à fait extraordinaire. Et en plus, c'est au service d'un État étranger. Et ce n'est pas parce qu'ils insultent Macron ou la République ou je ne sais pas quoi. Non, non, c'est un État étranger. On a du mal à admettre qu'Israël est un État étranger, mais c'est un État étranger. Et c'est pour protéger cet État étranger que l'État français, que les médias, etc., se déchaînent contre tous les gens qui le critiquent. C'est complètement surréaliste parce que c'est pas l'intérêt de la France. Moi, je maintiens qu'il n'y a aucun intérêt français dans cette affaire. Aucun. C'est purement le résultat du terrorisme intellectuel. Mais il marche. Hein. Oui, Olivier Pironnet, même un grand supporter de l'entité sioniste et peut-être futur président des États-Unis, Donald Trump estime que l'entité sioniste a perdu définitivement la guerre de la communication. Oui, récemment, il a fait des déclarations. Je crois qu'il a même eu Netanyahou au téléphone pour le tenser et pour lui reprocher de ne pas aller assez vite. Et il lui a même reproché le nombre élevé de morts. Donc ça, c'est pas surprenant, mais c'est vrai que dans l'optique où Trump arriverait au pouvoir, ce qui est fort probable, la donne ne changera pas vraiment, évidemment, puisque c'est un allié indéfectible d'Israël. Il ne faut pas oublier que son gendre, Jared Kushner, est très actif aussi, et c'était le conseiller spécial, notamment sur la question israélienne de son beau-père. Il a d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez pu voir, mais dans la presse, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, évoqué un projet pour Gaza, c'est-à-dire Gaza vidé de ses habitants et qui servirait en gros de zone de villégiature pour les Israéliens. Et donc, oui, alors je voulais revenir sur ce que vous disiez. Il y a une filiation évidemment idéologique
et politique des différents gouvernements successifs en Israël. Il ne faut pas oublier que l'actuel Premier ministre, le père de Netanyahou, était le secrétaire de Vladimir Jabotinsky, qui était la figure du sionisme révisionniste, c'est-à-dire un sionisme intégral, qui voulait élargir le Eretz Israël au-delà des frontières actuelles de l'État israélien. Et donc, oui, il y a quand même une filiation idéologique, et Naftali Bennett n'a pas fait exception. Et quand on présente notamment, par exemple, l'ancien ministre de la Défense, qui fait partie du cabinet de guerre à présent, Gantz, c'est quand même celui qui, lors de la campagne électorale, je crois en 2019, se vantait d'avoir ramené Gaza à l'âge de pierre lors de la guerre lancée par Israël en 2014. Et c'était lui qui était le chef d'état-major à l'époque. Donc Netanyahou ne fait pas exception. Et Netanyahou fait aussi parfois illusion, puisqu'en 2009, il a prononcé un discours en se disant favorable à la solution à deux États, ce qui était évidemment une pure hypocrisie. L'idée pour Netanyahou, c'était de créer d'une part un Fatastan en Cisjordanie, avec une autorité à la botte des Israéliens et des Américains, et dans le même temps, du côté à Gaza, un Hamastan, d'où la sollicitation, d'où le fait que les Qataris étaient sollicités pour apporter de l'argent, souvenez-vous de l'histoire des valises, afin de diviser géographiquement, politiquement, le peuple palestinien. On va dire en deux entités géographiques, politiques, Cisjordanie d'une part et Gaza d'autre part. Alors justement, Jean Bricmont, j'aimerais revenir avec vous sur le narratif guerrier de Netanyahou, la guerre de la communication. Revenons, si vous le voulez bien, sur cette fameuse journée du 7 octobre, le fameux assaut de la résistance palestinienne. Le gouvernement sioniste a fait un montage vidéo les jours d'après qui aurait été prise par les combattants palestiniens. Résultat, on a 47 minutes partagées par toutes les représentations sionistes à l'étranger, un public sélectionné sur invitation. Un journaliste britannique d'ailleurs a raconté, qui a été convié à ce genre de session de visionnage, qui est pro-sioniste d'ailleurs, qui se nomme Owen Jones, qui raconte, il n'y a aucune scène de décapitation d'individus vivants, il n'y a aucun élément prétendant documenter l'accusation qu'il y a eu des tortures, il n'y a aucune scène de viol ou de violence sexuelle, il n'y a aucune scène montrant tout bonnement des enfants tués. Pourtant, c'est ce narratif, c'est ce justificatif que Netanyahou a réussi à imposer au sein de la plupart des rédactions occidentales après le 7 octobre. Comment vous le... C'est pas lui qui l'impose, c'est parce que les mentalités sont prédisposées. Ceci dit, sur Owen Jones, je ne dirais pas qu'il est... Enfin, ça dépend de ce qu'on appelle sioniste. Peut-être en Algérie, c'est sioniste, mais ici, comparatif aux autres, c'est pas très sioniste. Il n'est pas très sioniste. Mais... Pardonnez-moi Jean Bricmont, c'est Jacques Beau qui le présente comme étant sioniste, ce n'est pas les Algériens qui le présentent. Jacques Beau, dans son livre, le présente comme un sioniste. Oui, mais Jacques Beau, peut-être un peu extra. Enfin bon, je ne veux pas discuter de ça. Oui, allez-y. Mais je voulais dire, bon, pour le climat anglais, je trouve qu'il n'est pas très, très sioniste, mais prenons les États-Unis. Par exemple, Trump est vraiment un imbécile parce qu'il y a des tas de gens maintenant, de musulmans, pas seulement de musulmans, qui ont dit qu'ils ne voteraient jamais pour ce qu'ils appellent Genocide Joe, donc Biden. Et cet imbécile de Trump, il dit non, il faut finir le boulot plus vite, etc. Donc, en fait, il fait le méchant alors qu'il pourrait faire le gentil ou pour le minimum se taire pour que les gens ne se disent pas, bon, finalement, Biden est moins mauvais que Trump. Alors, il y a un troisième homme qui est Kennedy. Alors, Kennedy veut tout changer, il veut rompre avec l'argent, il veut une politique de paix, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Il a un boulevard sur la Palestine, et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, oh, les Palestiniens, c'est le peuple le plus gâté au monde, etc. Il est hyper pro-israélien, etc. Alors, vous avez les trois types, ils sont tous les trois... bon, après, il y a des candidats marginaux, mais... les trois qui renchérissent dans le soutien à Israël, c'est complètement délirant. Et si vous prenez la France, alors si vous regardez les partis dits nationalistes comme le Rassemblement national ou pire encore Reconquête,
Reconquête est entièrement dans le soutien à Israël parce qu'il identifie la lutte d'Israël contre les Palestiniens avec leur lutte, enfin ce qu'ils veulent être leur lutte chez eux contre les musulmans. Et le Rassemblement national, il est aligné sur Israël. Mais si on prend le plus grand nationaliste, il faut bien l'appeler comme ça, français du XXe siècle, c'est quand même le général de Gaulle. Et si vous écoutez ce que de Gaulle disait en 67 dans sa conférence de presse où il a parlé de la guerre des 6 jours, c'est tout l'opposé. Il fait une distinction entre l'intérêt de la France et d'Israël. Il se rend compte que c'est pas les mêmes intérêts et il critique Israël et il critique déjà anticipativement Jean Bricmont, avec la colonisation. Pardonnez-moi, c'est pas tant le soutien à l'entité sioniste qui est peut-être qui est critiquable ou qui est une matière à questionner, mais c'est surtout la méthode, c'est-à-dire on peut à la fois supporter l'entité sioniste, mais ne pas être d'accord avec la campagne génocidaire. C'est-à-dire il y a des mesures, il y a des degrés de soutien, il y a des fervents zélateurs de l'entité sioniste qui veulent justement vider la Palestine de ses habitants, et puis il y en a d'autres qui soutiennent, mais qui ne sont pas d'accord avec les méthodes de Netanyahou. C'est peut-être là où la nuance essentielle se trouve. C'est ce qu'on peut trouver de mieux, c'est des gens qui ne sont pas d'accord avec les méthodes. Hein. La première, bon, comme je suis belge, la première ministre belge, la ministre des Affaires étrangères belge, elle a été en Palestine et elle a dit à Netanyahou qu'elle était d'accord avec ses objectifs, mais pas avec ses méthodes. Mais ça, évidemment, c'est tout à fait scandaleux, parce que les objectifs ne sont pas acceptables non plus. Toutes les méthodes suivent des objectifs, évidemment. Ils veulent forcer les Palestiniens à partir. Alors, tout ce qu'ils font, s'ils étaient raisonnables, ils accepteraient de négocier avec le Hamas ou avec... ils n'ont jamais accepté de négocier réellement une solution à 2 États. 2 États, ça veut dire un État souverain sur l'intégrité de son territoire, ayant une armée, ayant les alliances qu'il veut, etc., comme le fait Israël. C'est ça une vraie solution à 2 États. Mais ça, c'est inenvisageable pour eux. Et comme Israël est la capitale éternelle du peuple juif, merci pour les catholiques, merci pour les chrétiens, merci pour les musulmans, qui considèrent aussi cette ville comme sainte, c'est assez inouï. Je veux dire, la position israélienne est tellement intransigeante qu'elle implique évidemment, d'une part, que le Hamas ne peut que réagir de la façon brutale qu'il a adoptée, et que les Israéliens alors réagissent de façon encore 1000 fois plus brutale, et ça n'en finit pas. Alors Olivier Perronnet, encore un mot sur le narratif sioniste qui montre des faiblesses, concernant par exemple toujours la journée du 7 octobre. De nombreux témoignages diffusés par le journal Haaretz décrivent une réaction chaotique, et surtout que la nature des destructions et des dommages causés ce jour-là tend à montrer qu'ils auraient été provoqués par des armes considérablement plus puissantes que celles dont disposait le Hamas. Encore une fois, c'est le journal Haaretz qui le dit dans une longue enquête, et c'est pour ça peut-être que l'entité sioniste refuse des enquêtes internationales. Est-ce que vous avez un commentaire sur ça, vous, en tant que journaliste et qui était sur place? Oui, évidemment. Alors moi, je me suis un petit peu documenté et renseigné. Effectivement, il y a eu une enquête de Haaretz, mais pas que de Haaretz. Le Monde aussi, cette semaine, le journal Le Monde français. Oui, mais déjà depuis quelques mois, on a pas mal d'éléments qui permettent de montrer que déjà apparemment l'armée israélienne a appliqué ce qu'on appelle la doctrine Hannibal, c'est-à-dire qu'il fallait à tout prix éliminer les entre guillemets terroristes du Hamas. Ce qui s'est passé notamment sur les lieux du festival Supernova ou Nova, le festival techno où il y a eu 350 morts. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été tuées par les Israéliens. Dans le fameux kibbutz Be'eri également, les Israéliens n'ont pas hésité à lancer des missiles contre des maisons où se trouvaient des familles qui avaient été capturées par les Hamsawi et par les combattants palestiniens. Il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas que le Hamas. Encore une fois, il ne faut pas oublier que parmi les combattants dans la bande de Gaza, il y a à peu près une douzaine de factions, et dont les principales sont évidemment le Hamas, les brigades Al-Quds du djihad islamique, etc. Mais on sait à présent, vu l'ampleur des dégâts et vu l'état des corps qui ont été ensuite récupérés, qu'un certain nombre d'Israéliens ont été tués par l'armée israélienne pour éliminer, on va dire, deux combattants du Hamas. On a tué
6 Israéliens. Merci. Et donc je pense on en saura davantage Merci, Olivier. dans les mois qui viennent. Voilà. Merci Olivier. Voilà, ce sera tout pour notre rendez-vous du jour, accompagné par Jean Bricmont, essayiste et spécialiste des médias, ainsi qu'Olivier Pironnet, journaliste spécialiste de la Palestine. Merci messieurs d'avoir répondu présent. Quant à moi, je vous laisse avec la suite des programmes sur L24 News. Demain, la programmation reprendra son horaire habituel de 19h30. Je vous dis donc à demain, Sahaf Tolkom, mais surtout, Eidkoum Moubarak. À demain.